Nous sommes le 6 avril 2016. Patrice Talon vient d'être élu président de la République du Bénin. Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir. Les Béninois découvrent ce jeune ministre qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a sollicité et obtenu l'avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale sur l'équipe gouvernementale qu'il a formée et qui se compose ainsi qu'il suit, selon le décret numéro 2016-264 du 6 avril 2016 portant composition du gouvernement dont je donne lecture. 5. Ministre de l'économie et des finances, Monsieur Romuald Wadagni. Il est jeune, discret et redoutablement efficace. À seulement 38 ans, Romuald Wadagni est devenu l'un des piliers de la transformation économique du Bénin. Passé par Harvard et les plus grands cabinets internationaux, il a choisi de revenir au pays pour piloter une réforme en profondeur des finances publiques. Il est aujourd'hui ministre d'État chargé de l'économie et des finances, reconnu à l'international, salué pour sa rigueur et son ambition. Mais qui est vraiment ce top? Découvrons ensemble Romuald Wadagni, l'architecte de la nouvelle économie béninoise. Le ministre des Finances a pris service effectivement et il produira les papiers pour qu'on sache exactement quelles sont les disponibilités du Trésor à la date du 7 avril ou du 6 avril si l'on veut, pour qu'on en sache exactement quel est le montant des ressources que l'État ne peut pas utiliser parce que objet de caution ou de garantie dans les banques. Ce que nous savons à cet instant, c'est que la situation nette est négative. La situation nette est négative parce que nous avons en face des dépenses ou des arriérés sur la dette intérieure de l'ordre de 160 milliards. Mais en tout état de cause, ces chiffres ont besoin d'être audités pour qu'on sache la réalité de la situation. Téléspectateurs, mesdames et messieurs, je voudrais me tourner là maintenant vers monsieur le ministre de l'économie et des finances que je vous prie de recevoir s'il vous plaît, puisqu'il vient nous présenter le cadre macroéconomique. Monsieur Romuald Wadagni, vous avez la parole. Merci monsieur le journaliste. Merci à vous. Monsieur le président, chers invités, chers téléspectateurs, je vais donc vous parler rapidement du cadre macroéconomique du Bénin. Parler du cadre macroéconomique consiste à partir de données chiffrées, à analyser les performances économiques d'un pays et aussi à mesurer la capacité de l'État à tenir ses engagements de façon durable. Les engagements... Le style est différent, étrange avec ce qu'on a connu par le passé. Plus de pragmatisme et d'éléments factuels. Derrière les chiffres, une vision et un objectif très clair. Améliorer la crédibilité du pays auprès des partenaires, moderniser les outils de gestion publique et stimuler l'investissement. Financement de notre budget. Pour le faire, il faudrait que tout le monde joue son rôle. Il faudrait que chacun assume son devoir de citoyen. Il faudrait que chacun assume son devoir de contribuable. Et sans complaisance, nous y veillerons. Je vous remercie. Parmi les dossiers les plus importants,
celui de la dette et de sa soutenabilité. Nous sommes arrivés en avril et avons découvert un environnement macroéconomique assez dégradé, un niveau d'endettement abyssal, un niveau de trésorerie plus qu'inquiétant, un niveau de déficit budgétaire de très mauvaise qualité, d'un niveau élevé de mauvaise qualité, c'est-à-dire des niveaux de déficit qui n'ont pas servi en réalité à faire des financements, mais uniquement à financer le train de vie de l'État. Et en face, nous avons le programme Nouveau Départ du nouveau gouvernement, qui est maintenant décliné en programme d'action du gouvernement Bénin Révélé. Donc il fallait... La question c'est comment est-ce que dans cet environnement macroéconomique totalement dégradé, on pouvait lancer cet ambitieux programme. Donc l'une des choses à faire, c'est tout de suite de demander l'appui du Fonds monétaire international pour entrer dans un programme. Parce que la première priorité, c'était d'asseoir la crédibilité de notre économie. Et donc c'est aussi l'occasion pour moi d'appeler au civisme de tous, à la responsabilité de tous. Ces réformes que je dis sont les réformes décidées par le gouvernement. Nous allons les mener jusqu'au bout. Ça exigera des sacrifices et il faudra que chacun y contribue. Je vous donne un exemple par exemple. Le chef de l'État a instruit depuis fin décembre le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministère des Finances pour que nous prenions la disposition pour que les bourses soient payées aux étudiants à date. Dès le 1er janvier, les bourses soient mensualisées, payées par virement automatique. Vous imaginez qu'à l'heure où je vous parle, les boursiers n'ont pas pu toucher leurs bourses parce que nous avons une administration qui n'a pas été capable de fournir aux services compétents du Trésor une liste individuelle avec des coordonnées bancaires pour automatiser le paiement. Voilà un système où vous avez la volonté politique est claire. On ne peut plus laisser nos étudiants sans moyens pour étudier. Les critères d'obtention des bourses sont connus. Vous avez le bac avec telle moyenne, vous remplissez telle condition, automatiquement vous êtes boursier. Mais voilà une administration qui, quelque part, le système des choses fait que on n'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses. Et donc, pour faire les réformes, il faudra, je donne cet exemple pour qu'on puisse mesurer, que entre la volonté et l'action, parfois il y a donc cette nébuleuse qu'on peut rencontrer parfois dans l'administration qui empêche les choses d'aller. Donc, Cette nouvelle façon de faire est discutée et expliquée aux partenaires bilatéraux et aux institutions internationales. Ça passe par des règles simples, des règles budgétaires simples. Il faudrait s'assurer que, et c'est ce que nous faisons au Bénin, que chaque année, on l'avait dit à Washington également, l'accroissement de la dette doit être, dans le meilleur des cas, idéalement, inférieur au niveau des investissements. Si vous rentrez dans un cycle où chaque année, la dette s'accroît beaucoup plus vite que les investissements que vous réalisez, il y a un problème. Ça veut dire que quelque part, la dette est en train de servir le fonctionnement de l'État, les dépenses générales. Et ça, il faut faire attention à ça. De la dette. Si vous avez une dette de 100, mais qui a dont le service couvre 3 ans, c'est pas la même chose que si vous avez la même dette de 100 sur une période de 10 ans. Ça veut dire que c'est la responsabilité donc de nous même qui empruntons d'avoir une gestion dynamique et d'anticiper sur les risques de défaut. Et c'est ce que nous avons fait au Bénin grâce à l'appui du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en utilisant nos lignes IDA et les garanties partielles de la Banque mondiale pour aller au crédit, pour reprofiler la dette, de sorte qu'une fois que vous étalez donc le service sur une période beaucoup plus longue, la soutenabilité budgétaire est au rendez-vous. Voilà quelques éléments que je voulais apporter du point de vue de l'emprunteur. Mais le parcours de Romuald Wadagni n'a pas été exempt de controverses. À plusieurs reprises, certaines de ses décisions ou prises de position ont suscité le débat, tant dans la sphère politique qu'au sein de l'opinion publique. J'ai été supporter de cette mesure qui vient du gouvernement et j'endosse pleinement. Je veux clarifier la chose suivante. Il n'a pas été question d'augmenter le coût de la connectivité. Ingénieur, et que vous avez besoin de faire tourner des modèles, de faire de la recherche, le coût n'a pas changé. Le coût change pour les réseaux sociaux et des usages ludiques.
vous téléchargez de la musique, un film, vous faites des transferts d'images WhatsApp qui critiquent le gouvernement et qui critiquent vos amis. Libre à vous de le faire, mais vous payez le prix qui est légèrement plus fort. Mais ceux qui téléchargent des films et qui font des usages purement ludiques, désolé, vous savez, quand on a réglé certains problèmes, qu'on écoute de la musique et qu'on télécharge des films. Donc moi, j'ai pas de problème. Nous allons veiller à ce qu'au Bénin, regardez d'ici l'année prochaine, le coût de l'Internet de base pour travailler va être le moins cher en Afrique. Nous allons y veiller. Pour l'instant, nous avons maintenu le coût pour l'Internet de base. Mais comme nous savons que ceux qui l'utilisent pour des besoins ludiques vont nous donner assez de ressources, grâce à ça, nous allons maintenant baisser pour les ingénieurs, les gens qui travaillent et qui ont besoin de la connectivité pour travailler. D'accord? Donc franchement, il fallait réagir. Si on augmentait pour tout le monde, on allait pénaliser ceux qui s'en servent pour des usages, on va dire, professionnels et même normaux, par rapport à ceux qui l'utilisent vraiment pour... Vous savez, chacun des usages a une signature. Quand vous prenez la data et que vous faites n'importe quoi, Telegram, WhatsApp, il y a une signature, on sait ce que vous faites. Donc c'est une décision qui a été mûrie. Je peux vous assurer que ce qui a été fait a à cœur votre préoccupation. On n'a pas augmenté pour les usages normaux. C'est ceux qui le font. Et je peux donner ma parole que l'année prochaine, si nous observons toujours continuation de ces usages et qu'il y a des contributions, grâce à ces contributions, nous allons baisser davantage. Et on va avoir les coûts les moins chers dans toute l'Afrique pour la communication. « 2019 marque le début de la crise Covid. Wadani a défendu une stratégie axée sur la préservation des équilibres économiques, la continuité des activités, un soutien limité mais ciblé au secteur touché. Cependant, les actions n'ont pas suffi à atténuer les chocs. Ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir, une surprise. J'ai vécu longtemps pour vous avoir sur un plateau de télévision. Soyez les bienvenus. Plaisir partagé. Le débat sur l'augmentation des salaires a été lancé. Il y a deux aspects. Au niveau de la fonction publique, le chef d'État a mis en place une commission qui a travaillé, qui lui a présenté un premier rapport. Et je ne trahis rien en vous disant que quand on a présenté le rapport, le chef de l'État a estimé que ce que nous avons fait n'était pas suffisant. Il a dit non, si moi, chef de l'État, je dois annoncer aux partenaires sociaux qu'on augmente les salaires, il faut que ce soit du concret. Vous savez, il y a un pays qui vient d'annoncer juste, je pense hier, une hausse du SMIC, du salaire minimum. Mais on parle de quelques, on va dire l'équivalent de quelques francs CFA par mois. Nous ne voulons pas faire quelque chose de cette nature. Donc il faut faire les analyses, regarder quelles sont les possibilités que nous avons et regarder les conséquences et faire quelque chose de bien. Je vous rassure, dès l'annonce de la hausse des salaires pour les fonctionnaires, nous avons fait un travail qui a été retoqué dans le bon sens pour les travailleurs par le chef de l'État qui a demandé d'aller plus loin. Et très rapidement, nous allons, dans la suite des discussions que nous avons avec les partenaires sociaux, aller vers une conclusion qui ne sera que favorable aux travailleurs. De l'autre côté, pour ceux qui sont du secteur privé, la question de base est sur le salaire minimum, le SMIC. Pareil, les discussions sont en place. Et je peux vous dire que le comité technique qui a fait quelques simulations l'a présenté au chef de l'État. Je ne trahis rien en disant aussi que le chef de l'État a estimé que ce n'était pas assez. Il a considéré que quand on fait les choses, on les fait bien. Et a demandé de retourner, approfondir les travaux. Mais que ce soit sur l'augmentation du salaire pour les fonctionnaires ou la hausse du SMIC, les travaux sont quasiment achevés. Les discussions avec les partenaires sont en cours et nous allons arriver très rapidement à des conclusions. Qu'est-ce que nous faisons depuis 2016? Il y a l'aspect élargissement de la base, c'est-à-dire que vous prenez un impôt, prenons l'impôt pour être classique, l'impôt sur les sociétés. En 2016, nous avons à peu près 16 000 contribuables qui déclarent, qui paient l'impôt sur les sociétés. 2021, nous avons autour de 25 000 contribuables, donc pratiquement 40% de plus. Le taux de l'impôt sur les sociétés est 30%, ça n'a pas augmenté. Donc on n'a pas augmenté le taux
mais il y a eu plus de personnes qui contribuent. C'est des personnes qui devraient, modulo la croissance et les nouvelles entreprises, donc c'est des personnes qui devaient payer, qui ne payaient pas, qu'on a progressivement amené vers le champ de la formalisation, le champ donc du respect de la loi. Alors quand des gens qui resquillaient, qui ne payaient pas, payent, ils le présentent comme une pression nouvelle, comme une taxe nouvelle. C'est à nuancer de taxes nouvelles. En 2016, nous avons 52 prélèvements, 52. Aujourd'hui, nous avons à peu près 33, 34 prélèvements. Ça veut dire qu'en nombre, nous avons supprimé, réorganisé le nombre de prélèvements qui existent au niveau du Bénin. Parmi les impôts, j'ai parlé de l'impôt sur les sociétés bénéfices tout à l'heure, mais je prends la TVA. Le chef de l'État, 500 000. Les chefs de l'État, très souvent, prend l'impôt, la TVA, en disant, même le Béninois de la fin fond du plus petit village du Bénin, quand il achète de la friperie, donc le Hachuta, mais quelque part, il a contribué sur la TVA qui est sur la friperie. Donc la TVA, c'est vraiment l'impôt le plus généralement payé de tous. Mais vous savez qu'au Bénin, ce taux est à 18%. Il y a d'autres pays où c'est à 19 ou 20%. Au Sénégal, Ce ne sont pas des exemples. Ce taux est à 18 et nous ne l'avons pas touché. Alors que depuis 2016, nous sommes dans une trajectoire de limitation du nombre de prélèvements, de baisse de prélèvements, de suppression de prélèvements. Il y a cette perception qu'on prend plus juste parce qu'il y a plus de personnes qui contribuent. Et c'est les personnes qui avaient des sociétés dans leur poche, qui travaillaient même avec l'État, qui font des milliards de chiffres d'affaires avec l'État, mais qui ne contribuaient pas. Mais maintenant, nous avons mis en place un dispositif où vous avez vendu à l'État, vous avez gagné de l'argent. Nous n'avons pas créé un impôt spécifique, l'impôt existait là. On dit, monsieur, payez l'impôt sur le bénéfice que vous avez fait. Et donc, ce n'est que justice. Parce que si vous payez, ça permet de supprimer d'autres impôts, de baisser le niveau d'impôt. Les résultats des politiques menées sont visibles. À noter une amélioration globale du cadre de vie, notamment sur l'aspect des infrastructures routières sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs zones économiques spéciales, dont la principale celle de Glodjibé, ont vu le jour, avec pour objectif de développer la production locale, réduire la dépendance aux importations et valoriser la production locale. Au 1er juillet 2020, dans son dernier classement, la Banque mondiale a classé désormais le Bénin comme un pays à revenus intermédiaires. Jusque-là, nous étions dans la catégorie des pays à revenus faibles. Nous sommes en macroéconomie. La question de savoir si le Bénin peut vivre sans le Nigeria, la réponse est non. Nous sommes dans un monde globalisé. Personne ne peut prétendre aujourd'hui dire « je peux vivre sans l'autre ». Nous sommes des pays voisins, nous avons de l'interdépendance. Notre stratégie est claire. Nous avons pour plan de travailler en synergie, en bonne intelligence avec le Nigeria. Nous avons des atouts qui peuvent profiter au Nigeria. Le Nigeria a des atouts qui peuvent nous profiter. Au-delà des enjeux nationaux, Wadani intervient régulièrement sur les dynamiques sous-régionales. Sur les plans économiques et sécuritaires, il défend une vision d'intégration renforcée et de coordination entre les États ouest-africains, notamment entre le Bénin et le Nigeria, estimant que la stabilité du Bénin est étroitement liée à celle des voisins. Donc, on a affaire à des pays où il y a une extrême pauvreté. On a affaire à des pays où il y a un écart très important entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'en ont pas. Donc ça peut générer des tensions sociales quand dans le même périmètre, vous avez des gens qui ont des moyens et beaucoup d'autres qui n'en ont pas. On a affaire à des pays qui, de par leur localisation géographique, subissent de plein fouet les enjeux du changement climatique. Et en plus, maintenant, on a affaire à des pays depuis je veux trouver le bon mot pour ne pas faire des impairs, on va dire depuis la crise libyenne qui a enclenché en fait
débordement des mouvements et attaques terroristes vers le Sahel et en bas. Donc vous avez ces pays du Sahel maintenant qui ont en face des mouvements, des organisations terroristes qui viennent se rajouter. Donc on a le sentiment que c'est une zone qui a tous les problèmes du monde. On parle de changement climatique, ils sont concernés. On parle de mouvements terroristes, d'attaques terroristes, ils sont concernés. On parle d'enjeux, les ODD, les enjeux de base, s'assurer que les populations aient accès à l'éducation, l'eau, les infrastructures de base. Ils sont concernés parce qu'ils ont un niveau de développement très faible. Mais en réalité, il y a un problème de base, un double problème de base, pas seulement pour cette région, mais pour beaucoup de nos pays en Afrique. Gouvernance, faible niveau de formation du capital humain. C'est-à-dire que, vous voyez, on a parlé de l'aggravation de la situation sécuritaire, changement climatique, etc. Mais tous les mouvements sociaux, coups d'État et consorts qu'on voit dans la zone, de la Guinée au Mali, au Burkina, etc., ça crée encore une autre forme d'insécurité. Et tout ça arrive parce qu'il n'y a pas une gouvernance stable, il n'y a pas des institutions capables de faire respecter en fait les textes. Donc oui, vous avez raison, il y a un problème de gouvernance pour les pays, un problème de formation de capital humain. Quand vous avez des jeunes formés, bien éduqués, ils peuvent faire quelque chose de leurs mains, vous créez les conditions pour qu'il y ait moins de mauvaise gouvernance, qu'il y ait moins de corruption et consorts. Bon, le temps nous dira si on a raison de faire ce choix, mais ce qui est sûr, c'est que vous regardez 2021, on a fait 7,2% de taux de croissance, meilleur taux de croissance dans la sous-région. Et là, cette année, je pense que la Banque mondiale indique que le Bénin a 2,2% de taux d'inflation, l'un des taux d'inflation les plus faibles de toute l'Afrique. Ça veut dire qu'il y a quand même du résultat. Il faut noter qu'il assume et endosse entièrement les réformes politiques de Patrice Talon. Alors, sur la gouvernance, quand on fait la constitution au Bénin, on dit aucun Béninois ne peut diriger le Bénin pendant plus de 2 ans et 2 mandats consécutifs. C'est pour mettre un frein aux changements de constitution qui font qu'on dit bon, on change et on reste. C'est discutable, pas discutable, mais c'est un choix qu'on a fait. Quand on fait des lois pour dire que dans des secteurs clés comme la santé ou même les impôts, etc., on ne peut pas accepter que les syndicats bloquent le domaine de la santé, qu'on interdit qu'on fasse les grèves pendant plus d'un certain nombre de jours par an, 10 jours par an dans le secteur de la santé. On nous a trouvé un peu trop dur. Mais ça fait qu'aujourd'hui, les gens viennent même d'ailleurs, de la sous-région, pour se faire soigner au Bénin. Discret, mais central, Wadani occupe un poste stratégique. Son parcours et sa maîtrise des dossiers économiques alimente naturellement des interrogations sur son avenir politique. Pour l'instant, il reste silencieux sur ses ambitions et assume être au service de son patron. Une fonction qui est qui demande beaucoup d'énergie. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en rentrant en studio, j'étais en train de regarder les prix des hydrocarbures sur les marchés. Il y a tellement à faire, tellement d'attentes des populations que c'est totalement indécent pour moi de penser à ça. C'est pas dans un coin de votre tête quand même. Ah non, tout le monde pense à son avenir personnel. Non, mais les gens viennent me voir, etc. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et ça a toujours été ma stratégie toute ma carrière. Je m'attache chaque jour à bien faire ce que j'ai en face de moi. Je dois décider, je m'attache, compte des informations que j'ai, à prendre la bonne décision pour les gens qui seront concernés par ces décisions. Donc, et je suis convaincu, je suis peut-être un peu croyant, c'est peut-être ça qui détermine ça, que quand je profite de chaque instant pour bien faire ce qui est attendu de moi, les opportunités s'ouvrent et donc je n'ai aucun souci, aucun temps à passer à mes... Vous savez, si demain je veux retourner chez Deloitte, c'est très facile. Si demain je veux monter je suis un expert comptable, je veux monter ma boutique et faire du conseil ou de l'expertise comptable, je peux le faire. Donc pourquoi voulez-vous alors que j'ai des préoccupations importantes, me concentrer sur... Non. J'ai un ministre en vue au Bénin. Tidjane Thiam, qui était dans notre studio il y a quelques mois, avait dit à propos de la présidentielle en Côte d'Ivoire, reposez-moi la question en 2025. On vous repose la question en 2025 ou 2026 ? Non, ne me reposez même pas la question. Figure technocratique devenue incontournable, Wadani incarne une certaine vision de la gouvernance au Bénin, rigueur, méthode et projection. Si son avenir politique reste incertain, son influence, elle, est bien réelle.
À suivre donc pour mieux comprendre le Bénin d'aujourd'hui et peut-être celui de demain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ce format vous intéresse ou si vous appréciez ce format, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à deviner sur qui portera l'épisode 2 et à très bientôt. Merci.